Vous voyez ces fleurs dans l'appartement? Eh bien, c'est très feng shui, ça, dans un salon. Cette pierre d'améthyste aussi. Dans Invitation au voyage, on va faire une fois de plus circuler l'énergie vitale. Et pour cela, je vous emmène maintenant à Hong Kong. Chaque mur, chaque fenêtre, chaque porte du centre des affaires, ou presque, a été conçue en respectant le qi, le souffle de la nature. Là-bas, si tu n'es pas feng shui, prends garde à toi. C'est l'héritage. Hong Kong est une forêt de gratte-ciel, symbole du capitalisme asiatique. Cette ville s'est pourtant bâtie sur des principes moins rationnels qu'il n'y paraît. Au temple de Wong Tai Sin, dans le quartier de Kowloon, se pressent chaque jour des milliers de Hongkongais venus demander la bonne fortune. À l'intérieur, plusieurs pavillons dédiés à des divinités et à la mythologie chinoise. Les dragons sont des animaux bienveillants, donc on touche les pattes, le corps et le nez. Ça porte bonheur et surtout ça amène prospérité, très important dans la culture hongkongaise. Donc en fait, les Hongkongais croient en ces pouvoirs magiques qui gèrent la vie de tous les jours. La prospérité de Hong Kong viendrait donc de ses pouvoirs magiques et plus particulièrement de l'une de ses croyances, le feng shui. Le feng shui est l'art d'agencer les habitations en fonction des flux visibles et invisibles. Le but, obtenir santé, prospérité et amour. Ici, un trou sur la façade d'un immeuble n'est pas un délire d'architecte. Il fallait laisser une fenêtre pour le dragon de la montagne. Mais cette croyance est apparue bien avant que la ville ne devienne une grande place financière. Les traces les plus anciennes de cette pratique millénaire se trouvent dans les nouveaux territoires, un paysage rural parsemé de villages reculés près de la frontière chinoise. Il y a plus de 300 ans, les Hakka, l'une des premières ethnies de la région, ont construit des villages, comme celui de Lai Chi-wo, sur les conseils d'experts en feng shui. L'élément important dans le feng shui, c'est le qi. C'est un peu difficile à comprendre. C'est un peu comme le souffle de la terre. Dans l'Antiquité chinoise, on croyait que le qi était dispersé par le vent et transporté par l'eau. Donc l'eau et le vent sont les deux éléments fondamentaux du feng shui. On dit que s'il y a trop d'eau ou trop de vent, alors le qi va se dissiper. S'il n'y en a pas assez, le qi va stagner. Donc la difficulté en feng shui, c'est de trouver le juste équilibre. Pour trouver ce mystérieux qi, le maître feng shui utilise le lopan, une boussole chinoise qui indique les symboles bons et mauvais du feng shui. Dans un premier temps, le maître feng shui s'est positionné ici, avec son lopan. Il a tourné son instrument jusqu'à ce que l'aiguille pointe le sud. Cela montre que la porte du village où nous sommes est orientée à l'est. Les maîtres feng shui n'utilisent pas seulement le nord, le sud, l'est et l'ouest pour trouver la bonne orientation du village. Ils utilisent aussi 24 symboles pour déterminer ce qui apportera les meilleurs augures aux villageois. Au sud, le feu, symbole de l'intelligence. À l'est, le bois, synonyme d'activité vitale. Chaque point cardinal est divisé en plusieurs éléments permettant d'ordonner l'architecture en fonction de l'environnement. Car c'est avant tout la topographie du lieu qui détermine les choix du maître. Ici, dans le feng shui, on appelle cela l'oiseau rouge. En général, c'est un paysage large et plat, pour que l'air et la lumière puissent pénétrer le village. Derrière moi, c'est le dos de la tortue, et c'est l'endroit qui doit être le plus élevé, car il doit faire barrage aux mauvais esprits apportés par les vents froids et hostiles du nord. À droite, le tigre blanc, ou à gauche, le dragon. D'autres collines qui encerclent le village et forment une protection naturelle. Un bestiaire symbolique, un brin ésotérique, qui désigne en réalité des éléments naturels.
Le feng shui est bien plus rationnel qu'il n'y paraît. Dans le passé, ils utilisaient ces termes pour nommer les éléments. Ce n'est pas du tout de la superstition. Quand vous regardez l'emplacement de ces villages, il y a toujours du vent qui arrive par l'arrière ou sur le côté. Donc ce sont des indications fonctionnelles. Cela sert tout simplement à protéger les villages contre les hivers froids et à apporter de la fraîcheur pendant l'été. Au fil des siècles, la vie a évolué et le village de Lai Chi Wo a dû s'adapter aux nouvelles énergies. Les villageois, fidèles aux traditions de leurs ancêtres arrivés il y a plus de 300 ans, ont su modifier l'architecture du village pour renforcer le feng shui. Avant, il n'y avait pas de mur ici. Mais il y a 20 ans, nous avons décidé, avec les autres habitants du village, de faire appel à un maître feng shui pour rajouter ce mur. Comme il y a une montagne derrière, il forme une sorte d'appui en plus pour soutenir le village. Et c'est vrai que depuis, tout le monde se sent mieux et protégé. Pourtant, à la moitié du 19e siècle, l'histoire de Hong Kong va basculer et perturber les coutumes chinoises. La guerre de l'opium oppose les Anglais et l'Empire chinois dans la région. En 1841, les Britanniques mettent le pied sur l'île de Hong Kong et la revendiquent. Elle leur sera cédée par le traité de Nankin. Alors qu'elle n'était qu'un petit port de pêche à peine peuplé, l'île de Hong Kong va devenir une colonie dynamique en quelques années. Les Anglais entreprennent alors de grands travaux d'aménagement. Leur premier point de chute sera le quartier de Happy Valley. On y trouve aujourd'hui le cimetière de Hong Kong. Avant que les Anglais n'arrivent, cette vallée était appelée Wong Nai Chung, ce qui veut dire rivière de boue jaune. C'était un endroit plat, idéal pour construire des résidences. C'était des marais et des rizières. Les Anglais décidèrent de développer cet endroit et d'en faire le centre de leur nouvelle colonie. Les Britanniques installent leurs casernes et leurs résidences dans la vallée. Ils construisent surtout une route pour traverser la montagne, mais sans jamais consulter de maître feng shui, aux grandes dames de la population locale. Construire la route sur la montagne, c'était comme couper le dos du dragon. La communauté chinoise fut donc en état de choc et de terreur. Et par coïncidence, à la même époque, la plupart des ingénieurs et des ouvriers impliqués dans ces travaux moururent de la fièvre de Hong Kong. Coïncidence pour les Anglais, ou plutôt conséquence d'un mauvais feng shui pour les Chinois. En l'espace de quelques mois, la communauté anglaise comptabilise des centaines de morts. En cause, la malaria. La vallée était infestée de moustiques. Cet épisode leur a servi de leçon. Les Anglais sont même par la suite devenus de fervents défenseurs du feng shui. Au XXe siècle, le nouveau quartier général des Britanniques, à Central, devient la plus importante place financière d'Asie. Pour les Chinois, ce n'est pas un hasard. C'est un quartier où il y a beaucoup de banques, des boutiques de luxe et des sociétés de renom. C'est un des quartiers les plus fréquentés de Hong Kong. Et la raison, c'est qu'il est situé entre la montagne et la mer. C'est l'emplacement idéal pour les affaires. Dans les années 70, les premiers gratte-ciel voient le jour. Dans cette frénésie de construction, les Anglais intègrent les superstitions et les pratiques locales. Maintenant, les Occidentaux ont totalement accepté le feng shui. Il y a beaucoup de grandes entreprises, de banques,
qui font appel à nous. Elles nous consultent souvent, donc on sait que le Feng Shui a beaucoup d'influence. En 1985, les propriétaires de cette banque anglaise installent leur siège en plein cœur du quartier de Central. C'est l'architecte Norman Forster qui en dessine les plans. Mais ce dernier devra composer avec les conseils d'un expert en Feng Shui. Dans l'optique de favoriser la prospérité de la banque, le rez-de-chaussée de cette tour de 44 étages restera un passage ouvert. Il faut que les deux côtés soient ouverts pour que la fortune puisse entrer par l'avant et par l'arrière. Ici, c'est l'entrée principale. Elle est de forme arrondie et elle est encerclée. Dans l'art du Feng Shui, on appelle cela la ceinture de jade autour de la taille, car elle permet d'attirer l'argent. Vous voyez, le sol est de plus en plus bas au fur et à mesure qu'on s'avance vers le centre. Et au milieu, ces deux escalators permettent d'aspirer la fortune vers le haut. Ce lion, ici, a la gueule ouverte pour combattre les ennemis. Ce qu'on appelle le souffle nocif dans le Feng Shui. Et l'autre a la gueule fermée pour accueillir les clients. Mais le mauvais œil guette la banque anglaise. Quand 5 ans plus tard, un autre immeuble voit le jour à proximité. La Banque de Chine, pourtant dessinée par l'architecte du Louvre, le Hu Mingpei, a la réputation de diffuser des ondes négatives autour d'elle. Son architecture fait penser à des lames de couteau, qui sont des sources d'ondes négatives. Cela agit non seulement sur les personnes qui y travaillent, mais aussi sur tous ceux à l'extérieur. Cela peut affecter leur santé et les affaires. Cet affront va provoquer un duel qui se joue à la cime des tours de Hong Kong. Sur le toit de la banque anglaise, on peut voir comme deux espèces de canons dirigés vers la Banque de Chine. C'est pour repousser les ondes nocives provenant de cette tour. Tout comme l'immeuble au centre, qui a une sorte de grillage pour se protéger. Même si la prospérité de cette mégalopole tient sans doute à d'autres facteurs, le Feng Shui a imprégné toute la société hongkongaise. Superstition ou bon sens, cette croyance millénaire a laissé son empreinte dans cette ville du XXIe siècle. Et Buckingham